Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 23 novembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde et je vous dis bienvenue aussi dans la post-vérité. Car depuis quelques jours, j'ai réalisé que nous n'étions plus déjà dans le postmodernisme, que nous n'étions plus également dans l'hypermodernisme et que le dictionnaire Oxford a fait du mot, de cette chaîne de mots post-vérité, les chaînes de mots, le mot de l'année 2016. Alors, post-vérité, ça n'en jette, hein, on en conviendra. Et ne voulant pas mal commencer cette ère de post-vérité en affirmant n'importe quoi, je suis allé voir ce qu'en dit le dictionnaire Oxford et ma source, est-ce une bonne source? C'est la radio de Radio-Canada. Alors, le dictionnaire Oxford définit la post-vérité comme cet état selon lequel les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que les appels à l'émotion et les croyances personnelles. Alors, oui, vivre dans une ère de post-vérité, ça suppose une ère où le mensonge, la propagande, triomphe sans fin. Et il m'est venu à l'idée, je vais vous dire un certain nombre de choses. Parce qu'évidemment, la post-vérité, ça va devenir de plus en plus difficile de reconnaître un chat. Ça va être difficile de le nommer. D'abord, ça va être difficile de le reconnaître et ça va être difficile de le nommer. Un certain nombre de choses qui me taraudent et qui me font réfléchir. Il y a des économistes, des investisseurs spéculatifs qui fréquentent ma librairie. Et deux d'entre eux m'ont révélé cette chose, qui semble, une notion qui semble se développer dans les milieux de la haute finance. Deux choses. La première, c'est que, c'est clair, la dette ne sera jamais remboursée. Qu'on entre dans une ère de dette éternelle. Elle peut croître à l'infini et ça n'a plus d'importance que la spéculation qu'on pourrait comparer à un vêtement et l'économie réelle, qui est l'économie tangible, l'économie qu'on touche, et l'économie spéculative, qui sont des gains à venir, une projection dans le futur de gains à venir. Et ça n'a plus beaucoup d'importance qu'il y ait un découplage entre les deux. Que le virtuel l'emporte sur le réel. Et pour utiliser une métaphore facile à comprendre, une économie saine, c'est un vêtement saillant. On est bien dedans, on est à l'aise. Le corps respire. Une économie découplée, où le virtuel l'emporte, où le spéculatif l'emporte, eh bien, on flotte dans ces vêtements. Hein? On flotte, comme une grosse tente avec une toute petite tête. Et ça, c'est l'économie réelle. On flotte tellement qu'en fait, c'est comme si on n'avait plus de vêtements. Comme si on était nu, hein, pour ainsi dire. Mais nu, voilà. Mais nu, mais tout de même habillé. Alors, la dette est éternelle. Donc, on va rembourser seulement des petits intérêts sur cette dette-là qui va ne cesser de croître. Et il n'y aura plus de crash boursier. Ça, c'est la deuxième chose qu'on commence à envisager. Que les algorithmes qui ont pris le pouvoir, les algorithmes qui font fonctionner la bourse, qui font fonctionner les transactions, qui maintient les flux financiers, qui permettent la circulation des flux financiers, eh bien, ces algorithmes-là ont développé des pare-feux empêchant le crash. Alors, il n'y aurait plus de crash. Il y aurait une dette éternelle, plus de crash, et que la spéculation
va monter sans fin. Voilà ce qu'on dit dans les milieux financiers en cette ère de post-vérité, dette éternelle et plus de crash boursier. Les algorithmes sont tellement à point, les machines sont tellement rendues sophistiquées qu'il n'y aura plus de crash boursier. Alors, vous vous doutez bien que devant deux nouvelles assez extraordinaires, la dette ne sera jamais remboursée. Donc, on est libéré presque d'un poids métaphysique. Et de l'autre, eh bien, c'est même pas le paradis à la fin de vos jours, c'est le paradis maintenant. Alors, ils sont, évidemment, avec une telle nouvelle, ils sont d'un enthousiasme débordant, peuvent dire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Et en plus, ça correspond très exactement à ce que les gens veulent entendre. Parce que malgré tout, derrière les écrans, il y a des êtres humains. Et ces êtres humains-là, derrière les écrans de la bourse, il y a des êtres humains qui, eux, veulent du rendement. Alors, si on leur promet un rendement sans fin, avec aucune conséquence réelle, imaginez donc, ils vont le croire. Ils vont avoir besoin de le croire. Alors, comme on avait jadis le besoin de croire en une force supérieure, eh bien, la force supérieure maintenant est du côté de l'économie, qui est devenue, en fait, notre unique religion. C'est ce qu'il faut entendre aussi dans cette élection-là de Trump. On a mis un milliardaire qui aurait, semble-t-il, fait plusieurs fois faillite. Mais ça va être de plus en plus difficile aussi. Les faillites vont être dissimulées par de très astucieux algorithmes et Trump va également flotter. Je me disais, ça va devenir de plus en plus compliqué de rétablir simplement un certain nombre de faits. Hier, à la télévision, j'écoutais Pierre Tourangeau, un journaliste que je croyais à la retraite, mais je les crois tous à la retraite à Radio-Canada. Ça, c'est un autre point. Ils ont tous pris leur retraite et ils sont tous là. Alors, on se dit, même eux, qui semble-t-il avaient pris leur retraite, ils reviennent sous forme d'agents libres. Ils reviennent... ils étaient des journalistes appointés et sans doute syndiqués pour certains d'entre eux. Et là, les voilà, à la retraite, réapparaissant. Alors finalement, on se dit, la retraite, c'est pas si bien, c'est pas si mal, mais bon. Alors Tourangeau nous expliquait, il y avait des allures de prophète, Tourangeau, que c'était maintenant la tâche des journalistes de rétablir la vérité, qui va être malmenée sans relâche, et elle ne sera même plus entendue, cette vérité. Alors, un rappel des faits, un rappel pugnace des faits. Mais les faits étaient têtus, mais maintenant, les faits sont étêtés. Les faits n'ont plus de tête. Ils se promènent avec leur tête, comme le pseudo Denis qui se promenait avec sa tête. Alors, les faits se promènent sans tête. Ça n'a pas d'importance. Alors, voilà. La révolution Trump, c'est ça aussi. On peut dire n'importe quoi, on peut avancer n'importe quoi, on peut faire appel à l'émotion. Les sondés, n'est-ce pas? Ceux qui subissent la sonde. Eh bien, les sondés sont devenus assez rusés. Les sondés cachent leurs pensées. Alors, même les techniques de sondage sont à revoir. Alors, on va encore les utiliser. On va dire, faute de mieux, on utilise des outils qui ne fonctionnent plus. Des outils de compréhension. Des outils mal adaptés à cette réalité-là que les sondés, maintenant, jouent à la cache-cache avec les questionnaires. Alors, il faudrait maintenant prendre presque le contre-pied de ce que disent les sondés pour avoir approximativement
une idée de ce que pourrait être un portrait d'un électorat dans une période donnée. Alors, on est rentré dans une ère où le complot est permanent. Tout le monde passe son temps à comploter. Les complots qui réussissent, eh bien, sont rares, mais ils sont devenus des moments de vérité. Alors voilà, pendant ce temps-là, au Canada, pour rester dans le domaine du spéculatif, l'immobilier continue à monter. L'immobilier qui est une valeur refuge, n'est-ce pas? Une valeur refuge. On n'a jamais investi dans l'immobilier. On met son argent dans l'immobilier parce qu'on en a besoin sur le plan affectif. Il y a quelques jours, j'ai une cliente à ma librairie, elle a acheté un appartement, pas tellement loin de ma librairie. Et elle se désolait que son appartement n'avait pas pris de valeur. Et je lui disais, mais t'habites pas dans un bien spéculatif. T'habites dans un appartement, avec des murs, avec une cuisine, avec un salon, avec un lit, avec une salle de bain. Et ce que tu y vis dans cet appartement-là n'est pas l'ordre du spéculatif, c'est l'ordre de l'existentiel. Tu ressentais le besoin de posséder quelque chose qui t'appartienne. C'était de l'ordre de la consolation. Mais là, si on est rendu, même ceux qui vivent dans leur appartement, vivent dans un bien spéculatif, alors ça vous donne un peu l'idée de la dissociation qui est en cours. Une dissociation qui est permanente. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer si jamais les adeptes de l'économie classique, dont est notre ministre des Finances, les Tao, le taoïste, les Tao, eh bien, qui lui, je ne crois pas que les Tao pensent qu'il n'y aura pas de crash. Je pense qu'il appartient encore à l'économie classique qui pense que l'économie fonctionne par cycle. Ce qui monte redescend, ce qui descend finit par remonter. Je pense qu'il est dans cette organisation-là encore intellectuelle de l'économie classique. Mais si il n'y est pas, s'il se trompe, les Tao, eh bien lui aussi devra reconsidérer et revoir ses manuels d'économie. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi les Tao est en politique. Car il veut faire atterrir l'économie québécoise, qui elle aussi est dans un beau délire spéculatif, je pense. Enfin, mes idées sont pas nécessairement à point, c'est pas grave. On réfléchit. Moi, je suis étonné de voir que le système tient encore. Depuis 2008, c'était peut-être le dernier crash boursier auquel on a assisté, le dernier crash boursier d'où on a été témoin. Peut-être. Mais si on en croit si on en croit les têtes pensantes de l'économie dans l'ère de la post-vérité, eh bien, il n'y aura plus de crash et la dette sera éternelle. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci. Bonne journée à tous.